Toujours du coup sur le hashtag MeToo, on va passer du coup à la suite de ce stream, on va essayer de parler un petit peu, de faire plus un retour critique par rapport à ça. Du coup on a passé un peu de temps à détruire les mauvais arguments qui critiquent le machin, il y en a des biens, je vous en ai déjà parlé du coup, et je crois que cette vidéo en parle. Donc on va regarder ça tranquillement, c'est une vidéo de Grégoire Simpson, un sociologue dont on a déjà regardé pas mal de contenu, on l'aime bien, voilà, on l'aime bien. Donc, donc là il est en mode genre ça a été démonétisé et puis j'ai dû censurer des mots. Moi, j'avoue que je fais zéro effort par rapport à ça, hein. Je suis super vulgaire et j'utilise tout le temps des mots interdits. Est-ce que vous connaissez le terme d'hétéro-pessimisme? Ou plutôt, Est-ce que les hétéros vont bien? je devrais dire d'hétéro-pessimisme. Heteropessimism. Alors si c'est le cas, félicitations, vous bénéficiez d'un capital multiculturel particulièrement distinctif de nos jours, si on en croit les travaux de Philippe Coulangeon. Et si c'est pas le cas, je vous propose de regarder un petit extrait de la série Parks and Recreation. Let me just get some details for your file. Now, are you two a couple? No, tragically, we are both heterosexual. Ce petit extrait, il est devenu viral sur internet il y a quelques années, Ouais, j'avoue que je l'aime bien cette phrase. et la chercheuse féministe Jen Ward y voit justement une forme caractérisée d'hétéropessimisme. Car l'hétéropessimisme, C'est débile. selon Bah, le concept en tant que tel est débile, on est d'accord? son inventrice Assa Cérésine, c'est une manière pour les femmes de mettre à distance leur hétérosexualité en la présentant comme une sorte de malédiction inévitable. Est-ce faux? Ce qui leur permet à la fois de critiquer les relations hétéro qu'elles subissent au quotidien, puisqu'elles en parlent comme d'une malédiction, mais en même temps de les accepter puisqu'elles en font une sorte de besoin hétérosexuel incontournable. Et pour Jen Ward, ce pessimisme, il pose problème. Car pour elle, à travers ça, ces femmes s'épargnent une remise en question trop profonde et se résignent à subir ce qu'elle appelle la tragédie de l'hétérosexualité. Alors je reprendrai pas exactement les J'aime bien le concept de tragédie de l'hétérosexualité, j'avoue que ça me parle. analyses de Jen Ward. En revanche, ce qui me semble intéressant dans cette forme d'hétéropessimisme, c'est deux choses. C'est une maladie, il y a des traitements. Oui, ça s'appelle la transition. D'abord, ce qui me frappe, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'implique pas forcément une forme de résignation. Ça se retrouve très bien chez des femmes qui, à côté de ça, militent activement pour transformer les relations hétéro. C'est par exemple le cas de Mona Chollet, qui, dans une interview Non, parce que premier degré, tu vois, genre, moi je le vois vraiment comme un truc de temps en temps où je suis en mode. Genre, parce que moi j'aime les hommes, hein. Et à plein de moments, je suis en mode. Pourquoi? pour son livre Révolutionner l'amour, s'autorise cette petite blague. Mais il n'en reste pas moins qu'on est des êtres humains qui ont des désirs, qui ont des besoins de relations avec d'autres et parfois malheureusement avec des hommes. Donc je me suis dit qu'il fallait s'emparer de cette question, il fallait accepter aussi. Vous avez dit malheureusement avec un sourire. Quand même. Je précise comme on est à la radio. Hein. Oui, avant qu'il y ait des vagues de Oui, il faudrait qu'on en parle un peu en profondeur de Mona Chollet un jour. réactions indignées. Parce que c'est quand même vraiment une incarnation d'un féminisme que j'ai tendance à quand même pas mal critiquer. Autrement dit, les meufs hétéros peuvent très bien faire ce genre de blagues tout en essayant de faire bouger les choses, voire même de les révolutionner. En gros, c'est la sauce d'émisation du féminisme. Alors si ça semble contradictoire, c'est à mon avis que ça cache quelque chose d'assez complexe qui mérite d'être étudié un peu finement. Maintenant, ce pessimisme, s'il m'intéresse, c'est aussi pour une deuxième raison, qui est en fait la question très directe qu'il nous pose. Cette question, elle est toute simple, c'est est-ce que les choses peuvent changer ? Ou bien est-ce que l'hétérosexualité est effectivement une espèce de malédiction qui condamne les meufs à se faire exploiter par les... Alors, vu que ça n'a que 200 ans, l'hétéronormativité, je pense que ça peut changer. Moi, c'est ça ma take, voilà. Je prends beaucoup de risques. mecs. Et alors cette question, elle se pose d'autant plus que ces dernières décennies, le féminisme a quand même connu un renouveau assez flagrant. Et pour beaucoup de gens, le mouvement MeToo a été un marqueur hyper fort des changements profonds qui travaillent nos sociétés. Au point même que pour certaines féministes, ce qui se joue actuellement, c'est bel et bien une sorte de révolution. C'est par exemple ce que nous dit la journaliste Victoire Tuaillon. Aussi, moi, je le vois dans la façon dont les gens sont passionnés par leurs relations, justement, et par le désir de créer autre chose. Et là, j'ai beaucoup parlé des femmes, mais en fait, il y a évidemment énormément d'hommes et de personnes non-binaires et tout qui ont envie de créer autre chose, des relations qui ne soient pas basées sur la domination, en fait. Et ça, en vrai, il faut faire hyper attention parce que moi, j'ai vu un TikTok en parlait très justement récemment de quelqu'un qui expliquait que du coup, en fait, ça crée de nouvelles injonctions débiles, tout aussi misogynes qu'avant, où en fait, à la fin, genre, ça reste la responsabilité de la meuf de se mettre en couple avec un mec pas problématique, et du coup, ça devient un truc de distinction sociale, de dire que ton mec, en fait, il est woke.
Et en fait, du coup, t'as des meufs qui deviennent pro-femme bizarres pour en fait expliquer que leur mec il est trop mime, c'est qu'en fait il est trop bien et qu'il est trop féministe, etc. Et ça devient en fait un marqueur social, ça devient un élément de distinction pour montrer qu'en fait t'es mieux que les autres femmes parce que si ton mec il est pas problématique, c'est surtout grâce à toi. Et du coup, ça revient encore une fois à faire traîner la charge sur la meuf et il faut faire attention à ces injonctions-là, quoi. Là, on vit une époque d'immenses remises en question, quoi. C'est ça, homme trophée un peu, ouais. C'est donc une révolution romantique. Alors le terme peut vous sembler un peu... On n'y est pas encore hein, sur la révolution romantique, mais alors pas du tout. Genre, par exemple, on parle toujours en termes de couple et de famille nucléaire. Genre, rien que ça fait que, en fait, il n'y a pas de révolution. Hein, là, pour le moment, désolé, mais MeToo, c'est pas une révolution. Désolé, hein. peu fort, puisque quand on vous parle de révolution, vous pensez peut-être plutôt à ce genre de truc. Plutôt qu'à... Genre, pour moi, révolution, ça signifie quand même changer profondément de système. Là, on n'est pas là-dedans. Hein. Ce genre de truc. Moi, la première idée que j'ai eue, c'était de créer un podcast féministe, plus pas mal de podcasts aussi en brand content pour des marques. Mais pour autant, c'est loin d'être absurde. Et je pense que ça soulève plein de questions hyper légitimes. La meuf, elle vient de dire « Alors oui, moi, je suis féministe parce que c'est rentable. » Du coup, ces questions, on va essayer d'y répondre sérieusement. On va se demander si les choses bougent vraiment, si on peut effectivement parler d'une espèce de révolution de l'hétérosexualité, ou bien si même après MeToo, les choses n'ont finalement pas tant changé que ça. Et pour répondre à ces questions, je vais me baser sur une journée d'études de l'INED à laquelle j'ai eu la chance d'assister. La révolution romantique, c'est pas déjà Victor Hugo. Non mais ouais, alors, y a le romantisme, le style littéraire, et le romantisme, genre le couple, la famille nucléaire. Mais la vérité, c'est que oui, il y a déjà eu une révolution relationnelle en fait. En même temps qu'a émergé la classe ouvrière, le salariat généralisé et on va dire le capitalisme mondialisé et globalisé, il y a eu une transformation profonde de comment est-ce qu'on relationne et de comment s'organisent les foyers à ce moment-là. Donc en fait, c'est historicisé, genre il y a une vraie histoire de ça. Et c'est pas juste en mode il y a quelques auteurs en fait qui ont défini ça devait être quoi le couple. Non, c'est une différence beaucoup plus profonde et beaucoup plus structurelle, qui d'ailleurs est une différence qui se voit même structurellement très profondément, genre à travers des trucs comme genre le code pénal, ou genre tous les trucs liés autour des lois en fait qui sont liées autour du mariage, de l'institution du mariage, de comment cette institution elle est structurante dans notre société, et c'est pas juste en mode genre oh il faut qu'on arrête de se marier, c'est plus en mode genre qu'est-ce que ça implique vraiment un mariage d'un point de vue structurel, d'un point de vue sociétal, dans quelle position ça te met dans la société et quelles en sont les différentes dynamiques et oppressions, tu vois, genre. Qui s'appelait l'hétérosexualité en question. Et alors, pour vous résumer un peu les choses, l'objectif de ces journées d'études, c'était de réunir tout un tas de chercheurs et de chercheuses qui bossent sur ces sujets pour se questionner sur la manière dont les relations hétéros sont en train d'évoluer. L'idée étant aussi de se demander si les prises de conscience politiques qui ont pu avoir lieu ces dernières années ont amené des vrais changements ou pas. Du coup, Et c'est pour ça que moi, du coup, j'explique que, vu que l'origine de cette transformation profonde de la façon dont on relationne, de la vision idyllique du couple, etc., et tout, ça vient d'une période historiquement cohérente, logique, ça s'est construit à un moment, le moment où justement on a mis en place le capitalisme globalisé. C'est pour ça que pour moi, si tu veux en sortir, tu peux pas en sortir sans remettre en question justement ce qui en est à l'origine, c'est-à-dire ce qui est vraiment à la racine, à savoir comment est-ce qu'on s'organise à l'échelle de notre société. Et tant que tu remets pas ça en question, en fait, tu vas pas réussir à avancer, à part avoir des petites avancées mineures un peu gaze, quoi. C'est pour ça que je compare ça au SOSDEM. Je vous précise, mais cette vidéo est vraiment une vidéo de vulgarisation de ce travail de recherche collectif. Et c'est aussi une collaboration commerciale avec l'EUR Sciences sociales du genre et de la sexualité qui a financé ces journées. Et alors j'avoue, je me sens très chanceux parce que c'est complètement en cohérence avec ce que je fais sur la chaîne. Pour vous dire, dans ces journées, il y avait même Sylvie Tissot, dont je vous ai déjà longuement parlé dans cette vidéo. Donc vraiment, un grand merci à Barbara Bloom, Malena Lapine, Rebecca Lévy-Guillain, Romain Philippe et Daria Sobotchinska qui ont organisé ces journées. C'est grâce à leur travail que je peux vous proposer ce partenariat. Et maintenant que je vous ai précisé tout ça, je vous propose de rentrer dans le dur de la vidéo. Et pour ça, on va commencer par parler d'un truc qui semble évident quand on parle de relations hétéro. On va parler de désir et de sexualité. Bah, c'est pas si évident que ça. Désolé, mais c'est peut-être mon prisme un peu trop cuiros qui fait que ça fait... Enfin, je sais pas. Si je vous demande des exemples de contenus à destination des femmes qui érotisent le corps masculin, il y a de grandes chances que vous me citiez les dieux du stade et pas grand-chose d'autre. Alors bien sûr, il y a quelques exemples par-ci par-là, mais globalement... Alors, tu veux que je fasse une liste de tous mes husbandos, là ? Dans l'espace public et dans l'industrie culturelle, les corps des hommes sont rarement présentés comme des objets de désir. Et ça... Si, mais pour les hommes. Je suis pas d'accord avec cette take. C'est même extrêmement fréquent qu'on montre des corps d'hommes comme des corps désirables,
Le problème, c'est qu'ils sont pas désirables pour les femmes, ils sont surtout désirables pour les autres hommes qui veulent lui ressembler ou qui veulent, genre, s'en servir comme d'un modèle ou se comparer. C'est plus comme ça que ça marche pour moi. À tel point que pas mal de femmes trouvent finalement parfois plus leur compte dans l'imagerie gay que dans les contenus hétéro classiques. C'est par exemple ce qui ressort très bien dans un Ça, c'est un peu réel. témoignage Genre, le toxic yaoi, c'est vraiment un genre de meuf. de la journaliste Maya Mazorette. J'ai eu une belle expérience l'an dernier en allant dans un musée où il y avait des œuvres d'art gays qui étaient exposées, donc il y avait que des corps d'hommes. Et je vois bien que D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'homme de Vitruve? Parce que c'est vraiment un sujet auquel je pense un peu souvent quand même, et je me dis qu'il faut que j'ai cette take à un moment donné ou à un autre, parce que c'est trop important. Mais genre, vous trouvez pas ça insane quand même que encore aujourd'hui, il y a des gens qui remettent en question l'homosexualité de Léonard de Vinci? Moi, ça me baisse le crâne. Moi, on en a parlé hier. Je ne comprends pas comment c'est possible encore aujourd'hui de continuer à remettre en question l'homosexualité de Léonard de Vinci. Alors, au-delà du fait que le ref, il se soit déjà fait virer d'une ville, genre coursé par un curton parce qu'il avait été sodomite, et que du coup, il y a plusieurs villes dans lesquelles il avait plus le droit de foutre les pieds parce qu'il était trop homosexuel. Au-delà de ça, vraiment au-delà de simplement genre l'histoire concrète de ce mec qui n'a vécu qu'avec des hommes tout au long de sa vie, qui étaient ses disciples avec lesquels il pouvait vivre tout seul, chasser des villes parce qu'il accusé d'être sodomite. Au-delà même de ça, l'homme de Vitruve. Vous voyez, c'est quoi l'homme de Vitruve? Attendez, c'est trop grave. Genre, attendez. Ah ouais, ça là. J'ai le droit de montrer ça sur YouTube ou on va me casser les couilles? Pas sur YouTube, Il y a un zizi quand même. Mais genre, attendez, faut que je trouve un truc pour cacher le zizi. Tant pis, c'est un dessin, c'est bon. Puis c'est un dessin historique et genre hyper connu. Au bout d'un moment, stop. Ça là, l'homme de Vitruve. Attendez, j'ai trop peur en fait. Attendez, j'ai trop peur. Je me suis fait bannir il y a trop pas longtemps. Attendez, on va mettre un... Alors attendez, qu'est-ce que je mets? Tête de Thaïs. Est-ce qu'on peut mettre de rigolo sur sa tub? J'ai lui un freaken. Attendez. Est-ce que je peux en trouver un sur un fond transparent que j'ai pas à le faire moi-même? Ah, il est bien celui-là. Alors attendez. Ça prend beaucoup trop de temps pour une vanne, mais c'est pas très grave. Ok. Ah, attendez, si je le mets là, normalement c'est bon. Voilà. C'est bon, je me sens en sécurité. Donc, qu'est-ce que je disais? L'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve. Ce truc-là, là. Est-ce que c'est pas, genre, le truc le plus homosexuel de l'histoire de l'homosexualité au bout d'un moment? Genre, c'est trop grave à quel point l'homme de Vitruve, c'est homosexuel. Genre, ce dessin à lui seul pourrait suffire à justifier pourquoi est-ce que putain de Léonard de Vinci est un homosexuel. Non mais sérieusement, genre, regardez ses pieds, regardez ses mains, et ne venez pas me dire que ça, c'est pas un dessin de kiffeur. Genre, littéralement, l'homme de Vitruve ressemble à un personnage de Jojo Bizarre Aventure, en fait. Genre, c'est trop grave. Genre, regardez, attendez. C'est un peu risqué ce que je fais, mais genre, attendez. Vous voyez ce truc-là? Voilà, ça là, cette partie-là, ça. Ça, c'est un mec qui sait kiffer, tu vois. Ça, c'est un mec qui sait ce qui est beau chez les hommes, et il sait clairement ce qui est attirant chez les hommes, et très clairement, genre, il s'est fait kiffer. Je suis désolé. Oui, il y a le V, genre, vraiment, au bout d'un moment, les gens. Mais oui, Léonard le gourmand, vraiment. Je suis désolé, je n'ai pas d'autres, j'ai pas plus de théorie que ça, mais genre, ce dessin, et c'est tellement un des trucs les plus gays qui a jamais été fait de l'histoire. Vraiment, c'est une folie d'être aussi homosexuel comme ça. Et franchement, sérieusement, genre, me lancez pas sur Michel-Ange. Ne me lancez pas sur Michel-Ange. Parce que sinon, là, on est reparti pour une demi-heure à expliquer pourquoi est-ce que Michel-Ange, il est pédé. Mais c'est réel. Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est trop réel. Genre, au-delà même de son histoire, au-delà même du fait que c'était déjà une espèce d'autiste bizarre qui était obsédé par des mechas, basiquement, ce qui en fait un peu aussi une meuf trans. Ce dessin, là, désolé les gens, je pense que l'homoérotisme a été défini par ce dessin en fait. Genre, je suis désolé, mais c'est trop grave. En plus, autre preuve qu'il est gay, genre, il est connu pour quoi, Léonard de Vinci? Parce qu'il dessinait bien des femmes. Gros move de PD, ça aussi, pour le coup. Je suis désolé, hein, mais si vous connaissez quelques PD qui dessinent, vous le savez que les mecs gays, ils adorent dessiner des meufs. Genre, ça fait vraiment partie de leur méta de base. Dès qu'un mec gay dessine, généralement, il dessine quasiment que des meufs. Donc, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus aucun doute historique. Léonard de Vinci était gay, point barre.
Je veux rien savoir. Vraiment, il y a aucun contre-argument. Zéro. Genre, il y a une théorie qui dit que Mona Lisa, c'est lui en femme. Ce qui serait très cohérent aussi avec ma théorie en fait, c'est un peu une meuf trans. Parce que pour moi, être autant obsédé par les mechas, je lève mon sourcil, tu vois. Après, peut-être que c'était une HSTS, hein. Probablement. Pour ceux qui n'ont pas la ref, HSTS, ça veut dire... c'est un terme d'extrême droite pour qualifier les meufs trans qui transitionnent parce qu'elles sont trop gays et que du coup, transitionner leur permettrait de se taper plus de mecs. Ça veut dire transsexuel, homosexuel, quelque chose comme ça. Du coup, moi, je pense que Léonard de Vinci était un peu HSTS. Ce qui rejoint ma théorie de l'homosexualité et ma théorie de la transidentité. Donc, je trouve que c'est une bonne synthèse. Voilà. Bon, Michel-Ange. Bon, non, j'ai pas le temps pour Michel-Ange. On va passer à la suite. Attendez, j'enlève le caleçon Freegun. Hop. Là, j'ai été tellement chargée, j'étais tellement émue qu'ensuite, pendant 2-3 jours, je regardais les hommes T'as jamais vu comment il dessinait les vulves? C'est si peu anatomiquement correct que c'est pas ban Twitch. absolument différemment parce que je voulais les voir, parce que je les trouvais tous beaux, parce que je les trouvais tous intéressants. Et je me suis dit, ah bah là, mon expérience que j'ai eue une fois dans ma vie dans un musée qui présentait de l'art gay, c'est ce que ressent un homme quand il va au Louvre. C'est ce que ressent un homme quand il peut-être marche dans la rue. Ce manque d'érotisme. Je sais pas. Parce que la vérité, c'est que les meufs sur les peintures, elles sont un peu chum. Masculin, évidemment, il dit quelque chose de nos sociétés. Et je pense que ce qu'il nous dit, c'est que l'hétérosexualité, c'est pas juste désirer une personne du sexe opposé. C'est désirer les hommes et les femmes en fonction d'un certain ordre social. Mais déjà, c'est trop bizarre le concept même d'hétérosexualité. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais c'est trop grave. Déjà, quand t'es un peu flou par rapport à ton propre genre, ça n'a plus aucun sens en 5 minutes. Genre vraiment, pour moi, t'as ce truc de... Pourquoi est-ce que je définis mon attirance en fonction de mon propre genre? Ça complexifie tout déjà, c'est trop bizarre. Ou autrement dit, pour employer les termes de la sociologue Isabelle Claire, il y a un ordre hétérosexuel. Et dans cet ordre, pour être un homme ou une femme respectable, il faut s'en tenir à une certaine distribution des rôles. Cette répartition, c'est schématiquement ce qu'on retrouve dans le fameux male gaze, avec d'un côté des hommes qui regardent et objectifient des femmes pour se faire plaisir, qui sont donc des sujets actifs de leur désir, et de l'autre côté des femmes qui doivent satisfaire ce regard masculin, qui sont donc assujetties au désir des hommes. Donc l'omniprésence du male gaze et la rareté de ce qu'on pourrait appeler le female gaze s'explique par cette hiérarchie hétérosexuelle. Une hiérarchie qui maintient les femmes dans cette position inférieure d'objet du désir. Non, moi je le mettrais à l'envers. Non, je suis désolé. Maintenant, ce que nous dit une anthropologue comme Morgane Tocco... Ça, c'est trop idéaliste, en fait. Genre, tu sais, là, il part du principe que c'est parce que, du coup, en fait, on a une vision inférieure de la femme qu'on lui donne une position inférieure, alors que pour moi, ça marche dans l'autre sens. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a une hiérarchisation patriarcale entre les hommes et les femmes qui met les hommes devant les femmes que ça produit derrière ce genre de choses, que ça produit le male gaze. C'est pas genre le male gaze et les VSS qui produisent le patriarcat. C'est dans le sens inverse. C'est le patriarcat qui génère le male gaze, qui génère les violences sexuelles et c'est d'abord la relation de subordination que les femmes elles connaissent dans la réalité, qui derrière va produire les violences qu'elles vont vivre et qui va produire cette fameuse inégalité. C'est pas parce que du coup on a cette vision-là que les femmes sont considérées comme étant inférieures aux hommes et tout, etc. Pour moi, le sens va dans l'autre sens. C'est d'abord parce que tu as besoin d'exploiter les femmes, parce que tu as besoin, en gros, concrètement, qu'elles restent à la maison, qu'elles élèvent des enfants et qu'elles les fassent et qu'elles travaillent gratuitement pour toi, que derrière tu as un rapport de subordination à la femme et que du coup derrière tu as une vision comme quoi c'est un être inférieur et que du coup vient la violence patriarcale. C'est qu'avec le renouveau féministe... C'est pour ça que je vous dis, je trouve qu'il est un peu trop idéaliste, Gregor Simpson. Pour moi, il part trop souvent de... Comment dire ? Il part trop souvent des idées pour ensuite expliquer ce qui se passe, alors qu'en fait, c'est ce qui se passe qui permet d'expliquer les idées. De ces dernières années, tout un... Les pattes maintenant, plus tard, s'il te plaît, merci. Tas de contenus ont essayé de renverser cet ordre traditionnel. Et parmi ces contenus... C'est ça, le male gaze est au patriarcat ce que le prophète à la bourgeoisie. En vrai, c'est un peu bien dit. Je sais pas si c'est tout à fait juste, mais j'aime bien. Morgane Tocco a choisi d'étudier un projet en particulier qui lutte contre cette inégalité esthétique et érotique, le projet du collectif féministe Lusted Men. 5 artistes et chercheuses ont créé en 2019 le collectif Lusted Men et lancé un appel à projet ouvert à tous pour collecter des images érotiques. Et moi, ça me pose un peu un problème parce que du coup, si tu réfléchis comme ça,
tu pars du principe que si tu rééquilibres le female gaze et le male gaze, ça va réduire derrière les inégalités et ça va réduire le rapport de subordination entre les hommes et les femmes. Sauf que non, ça va juste servir à cacher justement le rapport de subordination, ça va pas le résoudre. D'hommes, aujourd'hui rassemblés dans un livre. Et alors l'étude de ce travail collectif va révéler plusieurs choses. D'abord, ce qui se vérifie très bien dans son enquête, c'est que pour les femmes qui sont engagées dans ce projet, il y a quelque chose d'assez compliqué dans le fait d'érotiser les corps masculins. Alors une première difficulté... Et ça d'ailleurs, ça c'est un vrai truc, tu vois. Genre, on peut en parler 5 minutes, de à quel point les mecs, vous êtes nuls à chier pour faire des nudes. C'est trop grave. Genre vraiment, c'est trop grave. Et c'est là que tu vois qu'il y a un petit problème dans le fait d'être capable d'érotiser des corps masculins, d'être capable de créer du désir à partir du corps masculin, parce que même les mecs eux-mêmes ne savent absolument pas comment s'y prendre pour se rendre attirants, et ils sont incapables de prendre une photo d'eux qui te donne envie, tu vois. Genre, ça sort de leur... Ouais, ou bah, juste être sexy, c'est assez compliqué pour beaucoup de mecs. Où en fait, je trouve qu'on peut le voir, ce qu'il raconte là, assez directement. Il suffit en fait de demander à n'importe quel mec, généralement pas mec cis, mais ça marche dans les deux sens en vrai, de t'envoyer un nude et tu vas être en mode genre, ah oui, d'accord. Le mec ne sait pas pourquoi est-ce que je suis attiré par lui, quoi. C'est vraiment une dinguerie, il n'est pas au courant de ça. Et en fait, tu te poses la question du coup mais attends, mais si même ça il sait pas, genre, pourquoi il est dans cette relation, genre. Pour elle, c'est déjà que faire ça les expose à ce que la chercheuse Gail Peterson appelle le stigmate de la pute. Ou pour le dire dans des termes plus YouTube-friendly, ça les expose au risque de se voir considérées comme des femmes pas respectables. Cette menace, selon Gail Peterson, elle agit comme un fouet qui maintient les femmes dans un état de pure subordination. Il y a donc déjà cette première chose à dépasser. Mais à côté de cette première contrainte, il y a aussi pour ces femmes une deuxième difficulté, qui est tout simplement qu'elles n'ont pas l'habitude d'érotiser les hommes. Elles n'ont pas été socialisées comme des sujets désirants, et donc pour elles, il y a là-dedans quelque chose de nouveau et Elles peuvent me demander, hein, moi je sais comment faire. d'un peu déstabilisant. Lorsque j'ai rejoint le Steedman, moi je me suis surtout aperçue que, en étant socialisée comme une femme au début du XXIe siècle, on m'avait surtout appris à ne pas regarder les hommes. C'est-à-dire que... Et ça, pareil, genre, moi je mettrais dans l'autre sens, tu vois. Genre, pourquoi est-ce qu'on regarde pas les hommes? C'est parce que tu pars du principe que les hommes ont pas besoin d'être attirants, puisqu'ils sont censés rapporter autre chose dans la relation. Mais c'est pas parce que tu changes ça que derrière ça va changer le rapport de subordination, encore une fois. Quand on vit en ville, on est une femme, en fait, notre regard, souvent, il rase un peu les murs. On évite, en fait, de croiser des regards qui pourraient donner lieu à des rencontres qui seraient pas plaisantes. Oui, puis c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. Genre, ça, c'est un vrai problème. Genre, là, elle met le doigt sur quelque chose de très réel. C'est les mecs, genre, parfois les hommes, quand on vous fait comprendre qu'on est attiré par vous, vous devenez des agresseurs. Genre, c'est vraiment une folie. Genre, il y a des mecs, tu vois, genre, ils te plaisent, tu flirtes un peu avec eux, ils t'agressent. Parce qu'ils sont en mode, s'il y a du désir de la part de la meuf, j'ai par défaut son consentement. Non. Hein, spoiler alert, non, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas parce que genre la meuf elle a du désir pour toi que t'as le droit de lui faire ce que tu veux, mon ref. Donc on voit bien, avec ces deux difficultés, Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc d'où t'as pas envie de montrer qu'un mec t'attire, t'as peur qu'il devienne con derrière. que le projet Lust in Men vient transgresser l'ordre hétérosexuel traditionnel. Et ce que nous raconte Morgane Tocco, c'est que ce travail féministe va même permettre à certaines d'entre elles de faire bouger les choses dans leur vie perso. Elle insiste en particulier sur une des membres du collectif qui, grâce à cette expérience, va pour la première fois de sa vie sortir avec un mec parce qu'elle le désire physiquement. Du coup, alors que dans ses relations précédentes elle était habituée à être la personne désirée, avec ce nouveau partenaire, elle va connaître autre chose. Elle va ressentir beaucoup plus de désir, elle va fantasmer sur le corps de cet homme, elle va aussi... Bah super, elle a réussi à avoir un changement individuel à l'intérieur de sa tête afin de ne remettre en question aucune dynamique structurelle, trop bien. le prendre... Désolé, je deviens méchante, mais en vrai, genre, je suis en mode, bah cool Maros, félicitations, je suis contente pour toi, mais ça n'a rien changé pour les autres femmes en fait. En photo, et au final, avec cette dynamique plus égalitaire, elle va connaître une vie sexuelle beaucoup plus épanouie. Donc très clairement, son engagement féministe va lui permettre une forme d'émancipation individuelle. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut voir là-dedans une forme de révolution C'est ça, donc voilà, c'est ça, c'est encore aux femmes de faire un effort si elles veulent pouvoir kiffer. romantique Oui, j'imagine qu'ils vont remettre ça en question, mais bon. ou sexuelle? Eh bien, vous vous en doutez sûrement, mais pas vraiment. Mais pour bien comprendre ça, il va falloir que je vous parle d'une autre enquête. Cette enquête, elle a été faite par Aliénor Armand et elle interroge aussi le renversement des scripts traditionnels.
Car ce qu'elle étudie, c'est un fantasme bien précis chez les femmes hétéros, le fantasme de pénétration anale. On va dire les choses crûment. Moi j'aime bien la notion de script, pour le coup, pour parler de l'hétéronormativité et des relations romantiques, centralisées et tout. Pénétrer un homme. Mais tellement. Meilleure sensation du monde. Oh là là. Mais meuf, ça me fait du bien. Et si je vous en parle, c'est parce que dans cette envie de sodomiser un homme, on a globalement les mêmes choses qui se jouent. Car comme pour le projet Lost in Men, il y a, c'est sûr, une transgression de l'ordre hétérosexuel classique. C'est une pratique qui renverse la hiérarchie des rôles habituels, et donc dans les couples qu'Aliénor Armand étudie, c'est quelque chose qui est maintenu dans une sorte de jardin secret conjugal. Ensuite, comme dans le... Ah oui, ce serait dommage que ce soit ailleurs que purement dans le sexe qu'il y a une inversion des rapports de force. projet Et c'est parce que justement il y a un rapport de subordination que ce truc-là c'est un kink en fait. Lost in Men, ce qui motive les femmes dans cette pratique, qui porte parfois le doux nom de pegging, c'est le fait que ça amène une forme d'égalité et de réciprocité dans la relation. Bah non, puisque justement c'est jardin secret caché derrière et que du coup, bah non en fait. C'est par exemple ce qu'explicite très bien une des femmes interviewées pendant l'enquête. Je crois que j'aime bien que ce soit le mec qui soit pénétré. Dans le porno. Et en vrai, même dans la vraie vie, il y a toujours cette idée que celui qui est pénétré, c'est le plus faible. Et là, on retourne le truc, mais avec vraiment de la douceur. Ça remet du coup un peu sur un pied d'égalité les deux personnes dans la relation. Et ça m'attire de penser à ça. Ou comment ne rien changer, à part genre un détail dans la vie sexuelle, mais il faut que ça reste caché, genre. Je suis désolé, mais c'est un PB de penser comme ça un peu, genre... C'est pas comme ça qu'on va résoudre le patriarcat au bout d'un moment. Donc très clair. Tu sais, ça empêche absolument pas le mec de continuer à t'exploiter, ça va toujours être toi qui va faire à bouffer, qui va t'occuper des gosses et tout, enfin tous les trucs là restent vrais. Hein. Clairement, ce qui rend la chose plaisante, c'est qu'elle colle très bien à une... Non, puis franchement, les hétéros, vous me fatiguez quoi. Genre, le truc le plus ouf possible pour vous, c'est de pénétrer un mec. Genre, ce truc-là, ça devrait renverser complètement tous les rapports de domination. Bah non, hein. Dans les relations gays, dans lesquelles les deux se font pénétrer, il y a les mêmes violences en fait, ça change pas. Certaines normes égalitaires. Une norme égalitaire qui est de plus en plus courante et qui va justement passer par le fait de rompre avec la hiérarchie traditionnelle homme-femme et par la valorisation du plaisir mutuel. Et c'est là, je pense, où il faut tempérer le côté subversif ou révolutionnaire de ce genre de pratique. Parce qu'en fait, le rapprochement des pratiques genre en fait, c'est pas révolutionnaire quand tu changes rien à la société. Sexuelles entre hommes et femmes et l'idéal d'égalité qui va avec, c'est quelque chose qu'on observe depuis très longtemps en sociologie. Par exemple, il y a presque 20 ans, un sociologue comme Michel Boson nous expliquait déjà que la norme de réciprocité sexuelle était devenue hyper centrale dans nos sociétés. Et ça parce qu'on était progressivement passé d'une définition institutionnelle du couple, où ce qui compte en gros c'est d'être marié, à une définition intersubjective du couple, où ce qui compte c'est plutôt la réciprocité amoureuse et sexuelle. Le rôle de plus en plus important de la valeur de réciprocité dans l'activité sexuelle, qu'on voit par exemple à l'importance de pratiques comme les pratiques de sexualité orale mutuelle, hein, qui sont devenues très fréquentes dans le je sais pas pourquoi, mais genre ça me cringe de malade d'entendre ce mec parler de pipe. Répertoire des couples. Et là où l'exemple qu'il prend est, je pense, particulièrement intéressant, c'est que le pegging semble avoir un peu la même trajectoire que la sexualité orale. Parce qu'à la base, ce genre de pratique, Ah, puis c'est vrai que depuis qu'on se fait lécher la chatte et qu'on suce des bites, y a le patriarcat s'est effondré, et aujourd'hui d'ailleurs on est en parfaite égalité de toute évidence, hein, ça s'est vraiment amélioré. En particulier, la fellation était un truc qui était associé à la prostitution et pas du tout au couple. Du coup, comme le fait de sodomiser un homme quand on est une femme, c'était quelque chose de très marginal. Mais progressivement, ça a été intégré dans les couples hétéros, au point même qu'aujourd'hui, le cunnilingus est devenu une pratique hétéro assez ordinaire et pas très subversive. Donc autrement dit... Vraiment, les hétéros, ils sont vraiment là pour tout gâcher en fait. L'ordre hétérosexuel n'est pas vraiment bouleversé par ce genre de pratiques, même si à la base, elles ont quelque chose de subversif. Et c'est pour ça qu'Aliénor Armand peut dire que dans le cas du pegging, on a finalement plus une reconfiguration de l'ordre hétérosexuel, plutôt... Je suis mais c'est pas méga concentré, mais c'est hyper focus sur l'acte plutôt que sur le fait de chacun ait des besoins à remplir. En vrai, oui, un peu, tu vois, genre, et puis pareil, moi je trouve que d'angler la question des relations hétérosexuelles exclusivement autour de la question sexuelle, c'est un immense problème. Et lorsque je vous parlais du coup de, justement des soucis, on va dire, autour du focus qui a pu être fait après la phase de féminisme de MeToo, il y a un peu cette notion de « et les relations hétéros, c'est pas du sexe ». C'est avant d'être du sexe, c'est surtout un rapport social.
c'est surtout un rôle social qu'occupe la femme et qu'occupe l'homme au sein d'une structure qui est prédéfinie et qui est normative. Genre, le sexe, c'est le fruit de ce truc-là. Mais ce qui est surtout important dans la relation hétéro, c'est avant tout comment se structure la relation en tant que telle, en fait. Aucune révolution. Et en vrai, c'est pareil pour le projet Lusted Men, même s'il transgresse certaines normes de genre. Genre, on passe pas 80% de la relation à Ken. Au début peut-être, mais ça se calme normalement, ça, au bout d'un moment. Il ne révolutionne pas vraiment les choses dans le sens où il s'inscrit complètement dans ce réaménagement de l'hétérosexualité autour de la norme égalitaire. Voilà, il a bien parlé là. Quelque chose qu'on voit d'ailleurs très bien avec le succès d'une journaliste comme Maya Mazorette, qui incarne complètement cette vision égalitaire et qui a eu sa chronique Saut dans l'émission Quotidien de Yann Barthès. Ce géniteur parfait, il Oh, ça doit être tellement cringe. Oui, non, toi, Archicrasso, tu passes 80% de ta relation sur Warframe, mais c'est un autre problème, genre. serait reconnaissable grâce à une morphologie en V ou en T. Léon Marchand, vous nous avez Dommage qu'il ait une tête de con, hein, parce que... aguiché quand même récemment dans une pub pour en V Genre, t'enlèves cette partie-là, tu vois, tu gardes... Ah, c'est bien. ou en T. Léon Marchand, vous nous avez aguiché quand même récemment dans une pub pour LVMH. Ce qui compte, plus que le résultat, c'est de prendre du plaisir. Alors par contre, une première chose qu'il faut préciser, c'est que c'est pas parce que la norme Pourquoi il y a Adèle Laurent égalitaire est devenue hégémonique qu'il n'y a pas pour autant des normes concurrentes qui persistent. Il y a qu'à voir par exemple la popularité d'un influenceur comme Adèle Laurent pour se convaincre que le temps de la domination masculine et de l'objectification des femmes a encore de beaux jours devant lui. C'est un acteur accusé de véhiculer une vision dégradante et misogyne des femmes. Il fait Oh, les profèmes. notamment venir en live des femmes. Parce que ça me saoule, quoi. Parce que, tu sais, c'est vraiment ces mecs qui pensent être au sommet du féminisme. Vraiment, ils sont en mode, le maximum possible du féminisme, pour eux, tu vois, c'est de dire que y a des meufs qui s'habillent comme des putes. Ça me fatigue. Et yo, merci Laurent Max pour le raid. Bienvenue tout le monde. Attendez, je mets sur pause l'enregistrement. Souvent créatrices de contenu pour adultes, elles aussi, pour les faire twerker. Ouais, donc là, ce que je disais, c'est que... Attendez, parce qu'il faut que je remette cet extrait. Masculine et de l'objectification des femmes a encore de beaux jours devant lui. C'est un acteur accusé de véhiculer une vision dégradante et misogyne des femmes. Il fait Ouais, ça c'est typiquement le genre de remarque qui m'énerve. Vraiment très très fort. Parce que déjà, tu sens qu'il y a de la putophobie derrière, dans sa façon d'être en mode genre, c'est un acteur pornographique, hein, qui transmet une vision dégradée et misogyne de la femme, etc. Et t'es en mode genre, écoute, si pour toi, le féminisme, c'est de dire que les femmes sont habillées comme des putes, c'est un peu bizarre. Moi, ça me met pas à l'aise. Notamment venir en live des femmes, souvent créatrices de contenu pour adultes, elles aussi, pour les faire twerker devant parfois 100 000 personnes. Et lui, en fait, il va pousser des Oui, il y aura une capsule sur la chaîne de VOD. grognements, il va mettre en scène un peu de façon bestiale ses lives. Ensuite, une deuxième chose qu'il faut bien dire, c'est que c'est pas parce que l'idéal égalitaire a été intégré par l'ordre dominant que ça produit aucun effet positif. On l'a vu, hein, le female gaze comme le pegging peuvent rééquilibrer les relations et permettre... Non, on n'a pas vu que le female gaze et que la pénétration pouvaient changer quoi que ce soit, justement. Tu l'as dit toi-même, Grégoire, que c'était que dans le cercle intime et dans le jardin secret, et que du coup, ça n'avait strictement, littéralement, aucun impact sur tout le reste de la relation. C'est ça que je dis aussi quand j'explique que putain de merde, les relations hétérosexuelles ne tournent pas autour de la sexualité. Parce que genre, la sexualité, c'est juste, genre, le produit derrière de cette relation, mais que c'est surtout des putains de rapports sociaux, et c'est surtout des putains de dynamiques, comme par exemple, l'asservissement de la meuf au mec, en fait, qui pose problème. C'est pas parce que du coup, derrière, dans la sexualité, tu rééquilibres les choses, que ça change quoi que ce soit sur le reste. Je dirais même qu'au contraire, c'est un peu une roue de secours. T'es en mode genre, t'inquiète, je vais rester le mec que je suis et je vais te laisser faire toutes tes tâches ménagères, mais t'as le droit de me peg. Donc en fait c'est bon, c'est rééquilibré, trop bien. Non, nique-toi, genre... permettre à certaines meufs hétéros d'être plus épanouies. Mais par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces changements, non seulement ils sont limités, mais surtout, ils ont aussi un certain nombre d'effets pervers. Et pour bien les cerner, il va falloir sortir temporairement Bon, il a l'air un peu d'accord avec moi. des questions de Mais je m'énerve quand même, Grégoire. Sexualité et parler de la répartition du travail domestique. Un des trucs vraiment frappants... Putain, on a failli parler d'une vraie dynamique d'exploitation là, mais je sais pas si ça va continuer. Quand on s'intéresse au travail domestique, c'est l'écart saisissant entre la théorie et la pratique. Ou plutôt l'écart entre le modèle du couple égalitaire qui est devenu...
C'est bon, peut-être il va être basé. dominant et la réalité de ce qu'on me Il est pro-femme, Grégoire, un peu. C'est mon pro-femme préféré. Voilà, je le dis. Mais il est un peu pro-femme, ouais. Genre, il a quand même fait 2 vidéos sur le féminisme pour expliquer qu'en gros, si tu voulais être un homme féministe, il fallait dénoncer les autres hommes, concrètement. Donc c'est un peu pro-femme, corps. mesure. Car même si le modèle de la famille traditionnelle n'a plus la cote, ce qu'on constate dans les faits, c'est que ce sont toujours les Comment ça a pu la cote? Bien sûr que si. femmes qui font les 2 tiers du travail. Genre, faut sortir d'internet de temps en temps et regarder ce qui se passe autour, mais désolé, mais la quantité de couples hétéronormatifs qui sont en train d'avoir un gosse dans mon entourage de meufs qui a 28 ans, c'est une folie absolue. Hein. Ça a la cote de fou, hein. Travail domestique et parental. Donc à la fois les choses changent, puisque les femmes ne sont plus assignées à leur foyer et ont beaucoup plus accès au marché de l'emploi, et en même temps les choses ne bougent pas vraiment, puisqu'au final, c'est toujours elles qui gèrent le foyer. On a donc très clairement un paradoxe. Ce paradoxe, Ça, pareil, c'est vraiment un paradoxe dans lequel c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Thaïs Descuffon. Lorsqu'on a des faiblesses, lorsqu'on a des fragilités sur certains trucs, notamment par rapport au féminisme, etc. et tout, en fait, l'extrême droite, elle va l'utiliser ça. Et elle va l'utiliser pour détruire le discours féministe. Et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Parce qu'en fait, lorsque tu es face à un facho qui t'explique que depuis que la femme elle est indépendante, eh ben, elle a 2 fois plus de travail parce qu'elle doit à la fois travailler pour ramener de l'argent et en même temps s'occuper de tout à la maison, ben, ils ont pas tort. Sauf que du coup, eux, leur solution, c'est de revenir à un état où la meuf, elle a pas de travail, elle s'occupe de tout à la maison, alors qu'on devrait plutôt plébisciter l'idée que, en fait, non, la double journée, un PB, quoi. Mais c'est des failles qui sont importantes et qui font que, et bah derrière, il y a des discours masculinistes qui peuvent émerger. il est un peu au cœur de la vidéo depuis le début, et la sociologue féministe Danielle Kergoat le résume en une phrase, puisque ce qu'elle nous dit, c'est qu'en apparence, tout change, mais rien ne change. Et pour elle, si ça semble contradictoire, Peut-être parce qu'on n'a pas remis en question le système capitaliste qui provoque ces dominations et qui font que l'exploitation des femmes est absolument nécessaire pour que le système productiviste puisse continuer à tourner et que tant que le système productiviste débile capitaliste fonctionnera, on sera bloqué dans cette hétéronormativité. Je dis ça comme ça, hein, mais vraiment... et étrange, c'est parce qu'on ne pense pas les choses de la bonne manière. Car en gros, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a tendance à oublier certaines choses quand on parle de ces sujets. Alors, est-ce que du coup, ils vont dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on est trop idéaliste et pas assez matérialiste, ou est-ce que juste ils vont être idéalistes différemment? On va voir. Une de ces choses, c'est ce qu'elle appelle la consubstantialité et la coextensivité des rapports sociaux. Et c'est là que ça devient de la sociologie chiante. Alors ça peut sembler compliqué comme ça, mais en fait ce qu'elle nous dit, c'est une chose toute simple, qui est qu'en gros, il faut pas oublier que l'oppression des femmes, c'est pas la seule oppression. C'est ce que plein de gens aujourd'hui appellent l'intersectionnalité, et pour Danielle Kergoat, ça permet de résoudre une partie du paradoxe. Rien compris au terme. En gros, ce que j'explique, et c'est ce que j'explique depuis le début, mais du coup, vous venez du raid, vous avez pas entendu, c'est que pour moi, c'est pas parce que, genre, l'homme a une vision inférieure de la femme que, derrière, on a un rapport de subordination dans la société. Pour moi, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a d'abord, en fait, un rapport de subordination dans la société, rapport de subordination qui sert, en gros, les intérêts du capitalisme, parce qu'on a besoin d'avoir des travailleurs dont la femme s'occupe, et dont la femme s'occupe des enfants. C'est-à-dire que le rôle des femmes au sein du capitalisme, c'est de reproduire la force de travail. Autant reproduire la force de travail de leur mec, à travers le fait qu'elles s'occupent de la bouffe, et de l'hygiène, et de la maison, ce qui fait que grâce aux femmes, les mecs peuvent retourner travailler tranquille, et aussi s'occuper des enfants, là où elles vont également du coup reproduire directement la force de travail, en créant de nouveaux travailleurs, et de nouvelles personnes qui pourront s'occuper de ces travailleurs. Et c'est parce qu'il y a cette exploitation-là qui est nécessaire pour que le capitalisme globalisé puisse fonctionner, parce que cette exploitation, elle est absolument fondamentale et nécessaire, que derrière, on a un rapport de subordination entre les hommes et les femmes. Et pour moi, c'est de ce rapport de subordination qui vient à la base d'une nécessité économique au capital, qui fait que on a des rapports derrière de domination où les mecs voient les meufs comme des choses inférieures. C'est pas parce qu'ils voient les femmes comme des objets ou qu'ils voient les femmes comme des êtres inférieurs que ça va provoquer le rapport de subordination. Cette vision vient d'abord du rapport de subordination, d'après moi. C'est pour ça que j'explique que moi, j'ai une vision beaucoup plus matérialiste, là où eux, ils ont une vision plutôt idéaliste. Dans ma vision, moi, matérialiste, c'est que, en fait, du coup, je pars du principe que c'est pour des raisons concrètes et matérielles qu'il y a cette exploitation qui est faite par les femmes et que derrière, les idées masculinistes et réactionnaires qui peuvent en émerger
sont quelque chose qui émerge d'abord de ça. Mais alors oui, je suis d'accord que c'est aussi un peu les deux, parce qu'en fait, ça vient se nourrir. C'est-à-dire que tu as d'abord le rapport de subordination qui va faire que du coup, cette vision-là, elle va commencer à exister. Et ensuite, cette vision-là et cette théorie-là va en fait permettre d'asseoir ce rapport de subordination et de le justifier a posteriori. Et du coup, il y a un espèce de rapport d'aller-retour entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, tu pars quand même d'abord du rapport de subordination et d'abord du besoin qu'a la classe bourgeoise que les ouvriers puissent continuer à travailler et reproduire leur force de travail, ce qui derrière va en fait induire le rapport de subordination. Et pour moi, c'est pour ça que tant qu'on ne sort pas de ce système capitaliste et de cette exploitation genrée des choses, qu'on ne pourra jamais résoudre les problèmes de violence sexuelle. Je compare souvent ça à un arbre. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, la racine de l'arbre, c'est l'exploitation, le rapport de subordination qui est nécessaire économiquement. Le corps de l'arbre, ça va être le tronc de l'arbre, ça va être, la structure à proprement parler. Donc ici, le couple hétéronormatif, c'est-à-dire c'est les structures qui derrière vont permettre la reproduction de ce rapport de subordination. Et les feuilles, c'est ce qui finit par en émerger in fine, à savoir la violence sexuelle, à savoir le rapport, la putophobie, tous ces trucs-là, en fait, tous les rapports en fait, sociaux qui en découlent. Et pour moi, genre, tenter de résoudre le problème en coupant les feuilles, ça ne permettra jamais, concrètement, de gérer ce problème-là, parce qu'il faut revenir à la racine. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma métaphore que j'utilise, celle de l'arbre. Il y en a plein d'autres. Car finalement, Cet aller-retour, c'est exactement le matérialisme dialectique de Marx. Oui, c'est plus ou moins ça. Pourquoi les inégalités se maintiennent? C'est pour ça que j'ai dit, lorsque c'est arrivé, j'ai directement dit que j'étais marxiste, du coup je me suis dit, vas-y, il faut que je leur prouve. Alors que le modèle de la femme au foyer est devenu minoritaire. Eh bien, une partie de la réponse, c'est parce que c'est pas les hommes. Que pour moi, c'est la catégorisation homme-femme à la base de la domination. Mais en fait, non, parce que pourquoi la catégorisation homme-femme? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas toujours été aussi importante concrètement? C'est parce que à l'époque, par exemple, tu prends les gens qui travaillaient dans les champs, ils n'avaient pas autant besoin que nous, même si on avait déjà un peu, d'avoir à ce point des rôles sociaux définis par les hommes et par les femmes. C'est-à-dire qu'il existait des moments où le patriarcat était quand même moins imposant et moins violent et moins normatif qu'à l'époque d'aujourd'hui. Et malgré le fait qu'il y avait toujours cette catégorisation homme-femme. Et ce qui a changé, c'est la façon dont on travaille, c'est la façon dont on s'organise collectivement, qui a créé derrière le rapport hétéronormatif qui a en vrai quasiment un peu plus de 200 ans, c'est tout quoi. C'est un truc qui est vraiment historicisé, socialement construit et qui n'émerge pas simplement de la catégorisation homme-femme. Et moi je pars du principe qu'il peut exister une société dans laquelle tu as des hommes, des femmes, des personnes non binaires, mais qui n'a pas forcément ce même rapport à l'exploitation. Hommes qui ont pris le relais, mais d'autres femmes, plus pauvres et moins blanches. Car ce qui se passe, c'est que pour avoir une vie professionnelle et coller à l'idéal égalitaire, un certain nombre de femmes emploient d'autres femmes des classes populaires, souvent racisées, qui vont faire le travail domestique à leur place. C'est ce qui ressort par exemple dans une C'est pour ça qu'on dit que le patriarcat était pire au 19e qu'au Moyen-Âge, entre autres. recherche de Lucie Anselmi, qui s'est... Mais je vous conseille vraiment de vous intéresser à genre, c'était quoi la vie quotidienne des gens qui faisaient de l'agriculture de subsistance avant l'ère industrielle. C'est-à-dire quand même l'écrasante partie de l'espèce humaine, comment est-ce qu'elle a vécu, tu vois, genre vraiment. Et comment est-ce qu'on s'organisait dans le travail à cette époque-là, et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. D'ailleurs, je pourrais aussi en parler par rapport au validisme, hein. Je pourrais aussi en parler par rapport aux différents troubles et aux différents handicaps, où en fait, à une époque, les handicaps, on percevait ça comme étant quelque chose de beaucoup moins problématique qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas le même rapport productiviste aux choses. Donc en fait, on ne voyait pas quelqu'un d'handicapé comme quelqu'un de moins productif, et donc on avait beaucoup moins en fait ce rapport validiste aux choses, et on partait juste du principe que les gens, ils étaient comme ça. Genre, tu prends par exemple un mec, je vais prendre un exemple que j'ai entendu il y a pas longtemps, tu vois. Mais genre, les lunettes, c'est très récent, les lunettes. On n'a pas de lunettes depuis très longtemps. Parce que c'est mine de rien très très chiant à fabriquer, cette histoire. Très très chiant à fabriquer en masse aussi et à donner aux gens. Et en même temps, est-ce que c'était un problème? Les gens n'avaient pas besoin de lire. Et en vérité, la plupart des tafs que tu peux faire dans un champ, t'as pas besoin de regarder ni loin ni près, en fait. Si t'as la vision médium, c'est bon, c'est ok. Et du coup, juste une personne qui était myope, bah, elle apprenait pas à lire. Et du coup, elle faisait autre chose de sa life. Et c'était beaucoup moins perçu comme étant un stigmate. Et moi, je trouve ça turbo intéressant. Mais en vrai, j'ai pas parti dans un tunnel là-dessus. Intéressé. Mais je vous conseille la vidéo je crois que c'est 8 d'accord qui a sorti un espèce de long entretien pour parler de l'émergence de la classe ouvrière. C'était super intéressant. À l'expérience de la parentalité chez des féministes blanches des classes moyennes et supérieures. Puisque ce qu'elle observe, c'est que malgré certaines réticences, beaucoup des femmes qu'elle étudie ont recours à des employés pour rééquilibrer la charge de travail dans leur couple. Autrement dit, si les choses ne changent pas tant que ça, c'est parce que les inégalités hommes-femmes sont... C'est vrai que les bourgeoises sont trop en mode, c'est trop bien, on a résolu le féminisme
c'est bon, parce que maintenant je peux avoir un travail. Alors certes, je paye 3 meufs noires pour faire le ménage à ma place, mais ça veut dire qu'on a réussi à résoudre le féminisme, non? Parce que moi je suis égal de mon mec, tu vois, alors que c'est juste devenu un homme. Connecté aux inégalités de classe et aux inégalités raciales, et que toutes ces choses, elles bougent ensemble. Du coup, un des effets pervers de la norme égalitaire, c'est que le travail domestique retombe sur des femmes moins privilégiées. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passe si ces femmes hétéros ne délèguent pas ce travail? Eh bien c'est assez simple, les effets pervers retombent sur elles. Et pour bien voir ça, on va se servir d'une autre recherche qui s'est aussi penchée sur les féministes en couple hétéro. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un rapport libéral et un rapport de classe dans cette histoire. Vous voyez que c'est plus simple pour les meufs bourgeoises et pas pour les... Donc il y a un rapport libéral. Mais qui cette fois-ci a été mené par Leila Ferry. Et en gros, ce qu'elle constate, c'est que pour ces femmes, avoir un positionnement féministe dans leur couple implique toute une charge de travail supplémentaire. Puisque pour tendre vers l'idéal égalitaire, elles doivent à la fois faire de la pédagogie féministe, proposer des pistes d'amélioration à leurs partenaires, et en même temps faire tout un travail émotionnel pour régler les conflits que ça peut susciter. Du coup, les choses sont vraiment ambivalentes. Parce qu'à la fois, Leila Ferry constate que les couples qu'elle a étudiés deviennent plus égalitaires avec le temps, mais en même temps, pour parvenir à ces résultats, ces femmes doivent fournir un travail supplémentaire qui peut être assez pesant. Il a oublié de préciser qu'elles sont toutes blanches aussi. Parce que la vérité, tu vois, c'est aussi tout le problème quand t'es en mode... en fait, on va résoudre le problème en faisant de la formation individuelle et de l'éducation un par un. Du coup, ça veut dire que le changement repose sur la bonne volonté des mecs. Je suis pas à l'aise avec cette idée. Car comme le dit très bien une de ces enquêtées, c'est aussi de la charge mentale d'expliquer la charge mentale. Oui, ça c'est vrai. Bref, on a donc dans la norme égalitaire quelque chose de très ambivalent. Et maintenant qu'on a vu ça dans le travail domestique, je pense qu'on peut revenir sur ce que je vous disais autour de la sexualité. Parce que si des choses comme le female gaze et le pegging ne révolutionnent pas les relations hétéros, c'est parce qu'elles produisent un peu le même genre d'effet pervers. Car dans ces deux exemples, on retrouve finalement un peu le même truc. Où pour avoir une vie plus épanouie et plus égalitaire, ces femmes doivent assumer une charge de travail supplémentaire. Par exemple, pour le... D'ailleurs, c'est aussi toute la critique que du coup moi je fais un peu derrière à certaines histoires autour du hashtag MeToo et du call-out, c'est qu'à la fin, on demande encore toujours plus d'efforts à la femme, on demande encore toujours plus d'efforts à la victime, on lui demande toujours plus de trucs, tu vois, et c'est pas le but à la base. Ce que constate Aliénor Armand, c'est que non seulement les femmes font tout un travail relationnel et émotionnel, en maintenant toujours une forme de dialogue et en étant très attentives aux ressentis de leur conjoint, mais aussi que dans cette pratique, elles se retrouvent au final dans une position habituelle qui consiste à se consacrer au plaisir de leur partenaire. Ce qui est finalement une dynamique hétérosexuelle assez classique. Il s'occupait de moi pendant 5 minutes, enfin littéralement il me prenait pendant 5 minutes et puis après pendant 25 minutes c'était à moi de faire, voire beaucoup plus. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ensuite dans cette relation? J'ai continué à me plaindre mais je me suis dit bon, c'est pas grave, écoute. Après il s'avère que notre relation s'est plutôt mal passée, c'est-à-dire qu'on s'est un peu embrouillé. Moi je trouvais qu'on prenait pas assez soin de moi, lui trouvait qu'il avait une meuf et qu'il n'était pas là pour prendre soin de moi. Du coup j'ai fait ah d'accord. Donc comme on le comprend avec ce témoignage qui parle de pegging, derrière une pratique subversive, on peut avoir en fait une relation hétéro très classique. Ce que je vous ai dit, les hétéros ils gâchent tout. Où la meuf... Genre vraiment tu leur donnes que des trucs cool, genre le polia, le BDSM et des trucs comme ça, et ils rendent ça gaze, systématiquement. La meuf s'occupe du mec et l'inverse, pas tellement. Et pour le female gaze qu'a étudié Morgane Tokos, c'est un peu pareil. Car dans son enquête, on voit bien que pour arriver à une forme d'épanouissement sexuel, il faut littéralement se mettre au travail. Puisque pour une de ces enquêtées, c'est bien grâce à un travail féministe et artistique qui s'étend sur plusieurs années, qu'elle réussit à amorcer des choses nouvelles avec les mecs. Ce que tout le monde peut se permettre, hein, évidemment. Ce travail, il sera non seulement intellectuel, puisque les militantes vont questionner leurs désirs et prendre conscience d'à quel point il est conditionné et n'a rien de naturel, mais c'est aussi un travail très concret et pratique, puisqu'elles vont par exemple organiser des ateliers... Le polia hétéro c'est juste turbo-violent, un peu comme le BDSM hétéro. Hein. Ateliers à la plage, où elles vont littéralement s'entraîner à mater des hommes en petite tenue. Il est immonde. Il est trop laid. Bref, tout ça pour dire que pour qu'une des militantes réussisse à changer les dynamiques hétéro dans sa vie perso, il a vraiment fallu un gros travail. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que la manière qu'elle a de considérer cette transformation s'inscrit en fait dans une socialisation typiquement féminine.
puisque voilà ce que nous dit Morgane Tocco. Avec un partenaire sexuel qui attend d'elle qu'elle soit désirable, qui l'objectifie trop, Laura se sent enfermée dans un rôle passif qui la rend égoïste, qui l'empêche d'avoir envie de l'autre, de le toucher, de le désirer. Elle considère au contraire que le regard de désir ouvre à l'autre, qu'il permet vraiment de s'intéresser à l'autre. Donc on peut penser que, comme pour le pegging, ce qui se rejoue ici, c'est finalement un truc genré classique, où c'est les femmes qui veulent prendre soin de la relation, qui vont être tournées vers l'autre, redouter d'être égoïstes, et où du coup, au final, il y a de grandes chances que ce soit elles qui prennent en charge le gros du travail relationnel. Et en plus, ça ne change absolument rien dans le reste des dynamiques de la relation. Super, trop bien, quel kiff. Et émotionnel. Donc c'est-à-dire que t'as bossé pendant 10 ans pour avoir une vie sexuelle un peu épanouie, et puis à la fin, c'est quand même toi qui fais le ménage. Ce qui nous ramène plus ou moins au fameux paradoxe dont nous parlait Daniel Kergoat, qui est qu'en apparence tout change et qu'en même temps on dirait que rien ne change. Et là-dessus, je voudrais justement finir en vous disant un dernier truc à propos de ce paradoxe. Pour Kergoat, si ce paradoxe existe, c'est non seulement parce qu'il y a ce truc intersectionnel dont je vous parlais plus tôt, mais aussi parce qu'on a tendance à confondre deux niveaux de réalité. Un premier niveau qui est celui de ce qu'elle appelle les relations sociales. Et ces relations, ce sont en gros tous les liens et toutes les interactions que vous allez avoir à votre échelle. Une échelle qui est donc individuelle et concrète. Et si on en reste à ce niveau, effectivement, il y a des vrais changements. Les normes égalitaires et les pratiques qui vont avec, comme le pegging ou le female gaze, amènent des choses nouvelles. Et donc pour les femmes qui les ont intégrées dans leur vie, il y a des vraies transformations. Mais ces transformations, Je sais pas, moi je dirais plutôt qu'il y a un rapport esthétique, il y a un rapport concret, mais... si elles restent limitées, et si elles produisent des effets pervers, c'est justement parce qu'au niveau plus global, les choses ne changent pas tant que ça, ou pas à la même vitesse. Ce qui a bougé, c'est donc plus les valeurs et les relations sociales, plutôt que les dynamiques globales qui opposent les hommes et les femmes, ce que Daniel Kergoat appelle les rapports sociaux. C'est un peu le truc avec lequel je vous casse les couilles depuis le début de la vidéo en fait, hein. Je trouve qu'il a un peu raison. Et cette distinction entre rapports sociaux et relations sociales, elle permet, je pense, de mieux comprendre les choses. Ça permet de voir que l'hétérosexualité, finalement, c'est un peu comme l'écologie. Vous aurez beau, à votre niveau, réduire votre consommation J'aurais pas dit mieux. et polluer le moins possible, si à côté de ça, il n'y a pas des mobilisations collectives et des moyens Alors, littéralement, c'est l'exemple que j'ai en tête depuis tout à l'heure, je savais pas quand est-ce que j'allais le sortir. massifs mis en place pour changer la dynamique globale de nos sociétés, eh bien, vous aurez peu de chances de révolutionner quoi que ce soit. Parce qu'il faut changer le rapport à la production. Alors rappelez-vous, en introduction, je vous parlais d'hétéro-pessimisme. Et je vous disais qu'à mon avis, ça cachait quelque chose d'assez complexe et qu'en même temps, ça posait plein de questions. Quel rapport avec MeToo du coup ? Les questions que ça posait, c'était en gros, est-ce que l'hétérosexualité est une malédiction qui condamne les femmes Conclusion, le pegging c'est du jardinage. Très bien dit ça. à se faire exploiter, ou bien est-ce que les choses ne seraient pas en train de changer, et est-ce qu'on serait pas carrément en train de vivre une révolution romantique ? Alors pour le côté révolution, la réponse est assez simple. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certes des vrais changements dans nos sociétés, ce qui montre que ça peut bouger, mais que clairement, on est loin d'une révolution de l'ordre hétérosexuel. En réalité, ce qu'ont permis les évolutions égalitaires de ces dernières décennies, et un mouvement comme MeToo, c'est Je sais pas si le hashtag MeToo ça a surtout permis de faire une relation plus égalitaire dans le couple, ou si ça a juste été une libération de la parole féminine, blanche et bourgeoise. pas de révolutionner, mais seulement de réaménager l'hétérosexualité. On a donc une société qui a seulement intégré l'idéal égalitaire, mais qui, au niveau de sa structure, bouge beaucoup plus lentement. Ce qui crée une espèce de contradiction qui est parfois un peu compliquée à penser et à gérer. Et à mon Je trouve pas ça si compliqué à gérer. avis, c'est Genre, c'est en mode, oui bon, c'est juste un rapport esthétique quoi. C'est-à-dire qu'au final ça change qu'en apparence, c'est pas si deep. précisément cette contradiction qui affleure dans les petites blagues hétéro-pessimistes. Car ce que nous confirme par exemple une sociologue comme Rebecca Lévy-Guillain, c'est qu'effectivement, il y a un écart entre d'un côté une morale égalitaire, qui est devenue dominante dans nos sociétés, et de l'autre la réalité des relations hétéro qui reste inégalitaire. Et ça c'est marrant, ça s'applique vraiment de fou malade aussi à toutes les autres notions de la politique, même des trucs économiques genre. Et cet écart, forcément, il crée des dissonances. Justement, un bon pegging c'est pas deep, depends. Des dissonances qui peuvent être parfois assez dures à vivre, car comme elle le dit, en prenant conscience qu'il transgresse les attentes normatives auxquelles pourtant il se... Parce que pareil, en fait, c'est aussi un peu ce truc de... oui d'accord, le pegging dans les relations hétéro, ok. Mais en fait, le pegging, pour moi, ça a surtout été un moyen de découvrir à la fois ma transidentité, mon homosexualité, plein de trucs en fait, genre... C'est pour ça que genre, je suis en mode, bon, les hétéros, oui.
C'est ce que c'est si intéressant. réfèrent, les individus tirent des conclusions identitaires négatives. Ils éprouvent alors des émotions de honte et de culpabilité et se Genre, je pense que ce qui est même assez ouf dans ce truc avec le pegging, c'est que, genre, je trouve que le rapport, tu vois, au sextoy et tout, en fait, avec cette pratique-là, elle est d'une telle façon, en fait, que concrètement, tu vois, genre, moi, maintenant, avec ma transition, etc. et tout, je pense que si je devais enculer un mec, je le ferais sûrement plus avec un strap-on, à proprement parler, qu'avec mon immense bite de Shemale, comme j'aime le dire. Mais parce que, genre, je trouve que c'est dans un rapport vraiment c'est ça le pegging pour moi, tu vois. valorisent. Et finalement, Ah ouais, bon, c'est juste pas mon truc, donc en fait... ce que permet Moi, j'encule pas les gens, moi, sauf verbalement. l'hétéropessimisme, c'est peut-être d'échapper un peu à ça. Parce qu'en faisant de l'hétérosexualité une malédiction qui s'impose à elles, ce que font ces femmes au final, c'est qu'elles se déculpabilisent. Elles mettent à distance leur orientation sexuelle, elles en font quelque chose qu'elles n'ont pas choisi, qui leur est Le terme déculpabiliser est trop bizarre. presque extérieur, et donc Pour moi, non, elles déculpabilisent leur mec, en vérité. Genre, elles ont pas à se sentir coupables. Genre, ce qu'elles déculpabilisent dans cette histoire, en fait, c'est de dire, en fait, concrètement, leur mec, c'est une merde, mais c'est un peu parce que c'est comme ça, c'est naturellement, les relations hétéro, elles sont toxiques et nulles à chier. Donc en fait, pour moi, là, il est encore en train de remettre ça sur le dos des femmes, un peu. elles évitent de considérer leurs relations comme des échecs personnels. Faut changer le mode de production pour produire plus de strap-on. Moi, je vous le dis, hein, je rêve d'une boutique Trouble Antacide officielle avec des sextoys. Ouais, de toute façon, moi, c'est très simple. Dans mon merchandising, je n'ai que deux rêves. Je veux avoir une gamme de sextoys où ils ont tous des noms un peu marrants. Genre, par exemple, le sextoy le plus vénère, je veux qu'il s'appelle le dialogue social. Ça, vraiment, je n'en démordrai pas. Et je veux aussi avoir du CBD dans mes boutiques. Et je veux précisément avoir du shit de CBD pour pouvoir avoir du troublant hashish. Voilà, c'est mes deux seuls merch vraiment que je veux vraiment avoir très fort. Donc plus qu'une manière de se résigner, l'hétéropessimisme est, je pense, avant tout pour ces femmes, une manière de se protéger. Une manière de gérer la dissonance que produit une société qui leur vend un rêve d'égalité, mais sans leur donner les moyens d'y parvenir. Ne pas confondre les deux merch, non, oui. Ah, j'aime pas trop la conclusion. Juste dire, oui, bon, en fait, c'est une dynamique pour se protéger. Bah, oui et non, en fait. Genre, pour moi, ça doit dépasser ce truc-là. Genre, si j'essaye d'avoir une analyse un peu comme lui, sociologue, dans lequel, en fait, la pensée, elle est structurante, etc. et tout, bah, en fait, genre, comment dire, l'hétéropessimisme, là, je sais pas quoi, c'est juste une dynamique pour conserver les rapports sociaux tels qu'ils sont. Invite-le et radicalise-le. Franchement, j'aimerais bien. Grégoire Simpson, c'est vraiment un mec où j'aimerais bien l'avoir en stream un jour pour discuter un peu avec lui de tous les points de désaccord potentiels qu'on peut avoir. Ce serait vraiment cool. Enfin bon, moi je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai pas de grande conclusion à faire. La vérité, la grande conclusion, je l'ai faite il y a genre un quart d'heure, je pense. Et là, on fait un peu que répéter. Son nom, c'est Grégoire Simpson. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne en vrai. Genre, je suis un peu critique, alors qu'en vérité, à la fin, il revient quand même pas mal sur tout ça et il est quand même d'accord avec moi sur 2-3 trucs. Même si je trouve qu'il est toujours dans un rapport un peu trop idéaliste et qu'à la fin, sa vidéo, genre, ne conclut absolument pas sur ok, d'accord, mais du coup, comment on fait pour changer les choses? Et ça, c'est un peu le problème que j'ai avec les sociologues en règle générale, c'est qu'ils sont très très bons pour avoir une analyse, ils sont très très bons pour te dire pourquoi est-ce que tel truc ne fonctionne pas. Par contre, vraiment derrière, ils ont pas la moindre idée de ce qu'il faudrait faire du coup. Genre, ils sont juste en mode ok, il s'est passé ça. Et là où ça peut être un peu dangereux la sociologie, c'est que parfois ça a tendance à figer les rapports sociaux. C'est-à-dire que du coup, tu pars du principe que t'as une analyse scientifique de ce qui se passe, et du coup, parfois, ça s'auto-justifie un peu, tu vois ce que je veux dire? Là où, moi, je suis vraiment pour prôner, en fait, un vrai, comment dire, un vrai changement dans la société. Genre, là, tu vois, il a fait que parler de révolution, concrètement, mais du coup, il a pas vraiment explicité ce que ce serait une vraie révolution sexuelle. Et c'est pour ça que, heureusement, qu'il y a des gens pour analyser par-dessus, je pense. Parce que, bah, désolé, mais une vraie révolution sexuelle, ça ne peut pas passer sans un changement global de notre organisation collective. Genre ça, c'est vraiment pour moi le truc le plus important à comprendre à la fin dans l'analyse que j'ai dans cette vidéo-là. Et c'est aussi pour ça que bah, parfois le hashtag MeToo, ça tourne un peu en rond. C'est que si tu veux vraiment avoir un changement concret dans la société, tu ne peux pas juste dire aux gens de mieux penser. Tu es obligé de changer c'est quoi nos rapports sociaux et donc notre organisation sociale et donc
comment est-ce qu'on fait de la productivité, pourquoi est-ce qu'on travaille de cette façon-là, etc., etc., etc. Et si tu tires le fil, tu vas te rendre compte qu'à la fin, c'est à peu près les mêmes choses qui sont à l'origine du racisme systémique, c'est à peu près le même genre de choses qui sont à l'origine genre du classisme, hein, du fait qu'il y ait des bourgeois qui méprisent des pauvres, etc., 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 etc. Donc, pour moi, il faut vraiment garder en tête que ça, c'est une très bonne analyse pour pouvoir critiquer ce qui s'est passé et pouvoir essayer de mettre un peu le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Par contre, si vous voulez vraiment savoir comment changer les choses, c'est pas trop à des sociologues qu'il faut aller demander. Et en même temps, c'est pas trop leur taf. Donc j'ai pas tant que ça envie d'aller lui reprocher, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est mon taf à moi de proposer des solutions et de dire c'est quoi le truc révolutionnaire, c'est pas tant son taf à lui. C'est pour ça, genre je l'aime bien, tu vois. Je l'aime vraiment bien. Et oui, je sais que ça fait partie du taf de sociologue et tout, d'avoir quand même cette posture un peu de neutralité et tout, etc. Mais moi, c'est le problème que j'ai avec la sociologie, un peu. Et pour le coup, ça, je suis pas du tout la seule à en parler, hein. Enfin, c'est pas juste moi qui suis dans mon coin en mode bou. Non, la sociologie, j'aime pas, en mode intellectualiste de base, anti-intellectualisme, pardon, de base. Non, c'est beaucoup plus réfléchi que ça. C'est que, de fait, l'université et les études universitaires ont une dimension conservatrice. Et ça, c'est pas vraiment juste moi qui le dis. C'est un constat qui est fait par des militants révolutionnaires depuis super longtemps. Même si, encore une fois, la sociologie, trop bien, ça c'est un très très bon truc pour partir en termes de base, pour ensuite derrière aller faire des théories politiques et tout. Mais il y a aussi cette dimension où il faut faire un petit peu attention au fait que les universitaires deviennent de fait un peu des genres de bourgeois et que derrière il y a aussi une dimension conservatrice, quoi. Je suis archi chaud pour un crossover Toward Garrison. Bah moi aussi franchement, hein. Genre si tu vois ça Grégoire, sache que j'ai aucune animosité particulière envers toi. Parfois je joue un peu le côté confrontation quand je fais des reacts. Mais c'est aussi parce que c'est beaucoup plus divertissant de cette façon-là, hein, je vais pas mentir. Donc, hésite surtout pas à passer ou à m'envoyer un petit DM si tu tombes là-dessus. Sa vidéo sur la gentrification de Jul est bien au cas où. Bah justement, moi j'avais une critique sur sa vidéo sur la gentrification, précisément. Parce que je trouve que dans la façon dont il parle de gentrification, il oublie la dimension centrale de la gentrification, à savoir les dynamiques économiques qui font que par la spéculation immobilière, en fait, les quartiers s'embourgeoisent, non pas par les agents gentrificateurs que sont les bobos, mais en vérité, ça se gentrifie avant tout par des raisons économiques, de gens qui font en fait en sorte que les appartements qu'ils ont achetés il y a 50 ans, ils coûtent de plus en plus cher, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que pour moi, le concept de gentrification s'applique pas tant que ça à la musique, et encore moins à un mec comme Jul, alors que tu pourrais parler de gentrification culturelle quand même. Genre par exemple, moi l'exemple que je donnais de gentrification vraiment culturelle, c'était par rapport au jazz. Parce que la vérité c'est que le jazz, c'est pas juste un genre de musique qui existe de façon théorique et flottante. Le jazz, c'était un style musical qui existait avant tout à travers les clubs de jazz. Donc en fait, il y avait un rapport concret au fait que du coup le jazz, c'était un rapport au monde, c'était aussi une pratique, si tu vois ce que je veux dire. Et cette pratique-là du jazz, elle a été gentrifiée, mais aussi parce que, en fait, les clubs de jazz ont été dans des quartiers gentrifiés. Et donc, de par la gentrification des clubs de jazz, il y a eu derrière un embourgeoisement de la population qui écoute du jazz. Et donc, j'ai une petite critique quand même sur la notion de gentrification culturelle que je n'aime pas beaucoup. Je trouve qu'on peut en parler avec un meilleur angle. Et surtout qu'en fait, c'est ni un bon moyen de parler de ce qui se passe avec Jul, ni un bon moyen d'expliquer c'est quoi la gentrification. Au contraire, je trouve même que ça vient un peu... comment dire, biaiser ce qu'on pense être la gentrification, parce que du coup ça se concentre sur précisément la vision que les gens ont de ce qui est censé être la gentrification, qui n'est pas le cas. C'est que dans la tête des gens, la gentrification c'est, il y a des bobos qui débarquent et du coup ils viennent tout gâcher. Concrètement c'est un peu ça, tu vois. Alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, et c'est sous-entendu par des dynamiques économiques, c'est sous-tendu par derrière, en fait, un rapport à l'espace, donc à l'organisation sociale, et j'en reviens toujours à reparler de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Concrètement c'est pour des trucs de productivité, et c'est lié à la classe bourgeoise. Bref, écoutez, c'était une bonne vidéo et c'était un bon react. Je pense que je suis assez fier de moi, c'est assez rare que je sorte d'un react en me disant « Ah, j'ai bien parlé !» Mais là, je trouve que j'ai bien parlé. Donc, on va arrêter la capsule YouTube à cet endroit-là. YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire. N'hésite pas à me donner de l'argent sur Tipeee aussi. Tous les liens sont dans la description avec tous mes réseaux sociaux. N'hésite pas aussi du coup à continuer à regarder ce que je fais si ça t'a intéressé. Nous, avec le reste du chat, on va s'écouter un peu de musique avant de passer à la suite. Allez, kiss YouTube.